7 décembre 1941. Pearl Harbor. Le sergent-chef Tom Brewster se couche à couvert derrière un entrepôt en flammes, son fusil braqué sur un pilote japonais à quelques 800 yards, qui mitraille des survivants impuissants dans l'eau nappée de pétrole. À travers sa lunette militaire standard, la cible n'est qu'un flou. Il tire quand même. Manque total. Le pilote reprend son œuvre meurtrière, intouchable à cette distance. 3 mois plus tard, dans un étroit atelier d'optique de Pittsburgh, un immigrant allemand nommé John Unertl examine avec une irritation grandissante les lunettes obsolètes de la Première Guerre mondiale employées par les Marines. Les lunettes Lyman 5A atteignent à peine 400 yards les bons jours. De jeunes Marines meurent parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas voir assez loin pour riposter. Unertl fait glisser sa propre création sur l'établi. Une lunette civique, 8 fois conçue pour les concours de tir du week-end. « Capitaine », dit-il avec son fort accent, « cette lunette n'a jamais été prévue pour la guerre. » Mais lorsque le capitaine Van Orton porte son œil aux optiques d'une clarté cristalline et voit soudain des cibles à milliards avec une netteté impossible, une question demeure en suspens. Comment une lunette civile fragile, rejetée par les experts militaires comme trop compliquée pour le combat, est-elle devenue la colonne vertébrale du programme de tireurs d'élite le plus meurtrier d'Amérique? Le 7 décembre 1941, le soleil matinal projetait de longues ombres sur les eaux tranquilles de Pearl Harbor, peignant les cuirassés de nuances d'or et de gris qui allèrent bientôt virer à des tons plus sombres. À 07h55, la première vague d'appareils japonais jaillit du ciel occidental, leurs moteurs couvrant les bruits paisibles d'un dimanche matin sur une base navale au repos. En quelques minutes, le monde ordonné de la flotte du Pacifique des États-Unis se désintégra en chaos, fumée et la percussion tonitruante des explosifs. Le sergent-chef Tom Brewster se rendait vers la salle des machines quand les premières bombes tombèrent sur Fort Island. Vétéran de 20 ans aux mains calleuses et aux nerfs d'acier forgés par des heures innombrables sur le pas de tir, Brewster possédait une conscience tactique instinctive qui séparait les Marines de carrière des amateurs du week-end. Alors que les explosions éclataient dans la baie et que les mitrailleuses crépitaient autour des baraquements en bois, il ne prit pas la fuite comme les plus jeunes Marines à ses côtés. Au contraire, il courut vers l'armurerie. Le fusil Springfield lui était familier. Il arma, ajusta la sangle de cuir avec l'efficacité d'un geste répété des centaines de fois. La lunette Lyman montée au-dessus du verrou était l'équipement standard, une optique 5 fois, avec un objectif de 3 Catherine que le corps employait depuis la guerre précédente. Brewster avait qualifié des tireurs d'élite avec exactement ce montage des dizaines de fois sur les distances connues de Quantico, plaçant régulièrement des impacts dans l'anneau 10 à 600 yards en conditions contrôlées. Mais ce matin-là à Pearl Harbor, il n'y avait rien de contrôlé. À travers la fumée qui dérivait et l'éclat orange du fioul en flammes, Brewster repéra sa cible. Un pilote japonais dans un Nakajima B5N Kate lançait une passe de mitraillage à basse altitude au-dessus du port, les mitrailleuses claquant alors qu'il visait des marins en train de lutter dans l'eau poisseuse. Les blessés et les mourants parsemaient à la surface comme des poupées brisées, leurs uniformes blancs tranchant sur le pétrole noir qui enrobait tout. L'avion vira paresseusement pour aligner une nouvelle passe sur ses survivants sans défense. Brewster se mit en position couchée derrière une barrière de béton, les coudes trouvant un appui solide sur la surface rugueuse. La distance à la cible s'inscrivit automatiquement dans son esprit. 800 yards, peut-être 850. Dans des circonstances normales, avec une distance connue et des munitions de qualité match, un tel tir serait difficile, mais réalisable pour un marine de son calibre. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. La lunette Lyman à grossissement 5 réduisait l'appareil à peu plus d'une silhouette sombre contre un ciel rempli de fumée. À 800 yards, le pilote lui-même était invisible.
simple présence théorique à l'intérieur d'une machine qui se mouvait avec une intention meurtrière dans le champ de vision limité de Brewster. Le réticule de la lunette, conçu pour des cibles stationnaires sur des pas de tir entretenus, apparaissait lamentablement insuffisant pour suivre un avion en mouvement dont la vitesse et la direction changeaient à chaque seconde. La respiration de Brewster ralentit tandis que son entraînement prenait le dessus. Viser en avance sur la cible, tenir compte de la distance, compenser la dérive du vent latéral qui portait l'odeur âcre des navires en feu à travers la baie. Son doigt retrouva la résistance familière de la détente. Ce point précis où une once de pression supplémentaire propulserait la balle de 150 grains à une vitesse de 2800 pieds par seconde. Le fusil recula violemment contre son épaule dans un claquement sec, aussitôt englouti par la vaste symphonie de destruction qui résonnait à travers la rade. À travers la lunette, Brewster vit sa balle passer inutilement derrière l'appareil. Un tir net manqué, disparu dans le chaos sans effet. Le pilote poursuivit son œuvre mortelle, ses mitrailleuses traçant sur l'eau des lignes de mort, là où des marins américains luttaient pour leur vie contre un ennemi qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni affronter efficacement. Brewster rechargea une cartouche, ses gestes automatiques malgré l'amertume de l'échec. L'avion virait déjà, montant vers la relative sécurité de l'altitude où les armes légères américaines ne pouvaient le suivre. En 30 secondes de respiration contrôlée et de visée méthodique, le Marine venait d'apprendre une leçon qui entrait le corps pendant les premiers mois de la guerre du Pacifique. Leur équipement n'était pas à la hauteur des distances auxquelles se livrait le combat moderne. 3 mois plus tard, la guerre était passée d'une attaque surprise à une campagne d'usure faite de sauts d'îles en îles, où la précision individuelle pouvait signifier la réussite d'une mission ou son désastre. Au quartier général du corps des Marines à Washington, les rapports de pertes arrivaient chaque jour de lieu, au nom bientôt tragiquement célèbre: Wake Island, Bataan, Guadalcanal. Les jeunes Marines formés au tir à distance, connus sur des champs de paix, découvraient que les tireurs japonais les dominaient constamment, fauchant les forces américaines depuis des positions que leur matériel actuel ne permettait tout simplement pas d'engager. Le capitaine George O. Van Horten, du bureau de l'équipement du corps des Marines, comprenait ses limites avec la lucidité née de l'expérience personnelle. Tireur d'élite de compétition, plusieurs fois champion à Camp Perry, Van Horten alliait la précision analytique d'un ingénieur à la sagesse pratique d'un officier de terrain, ayant testé lui-même chaque pièce de matériel qu'il recommandait. Les murs de son bureau affichaient certificats et trophées d'une carrière de tir s'étendant sur 2 décennies. Mais les rapports qui s'empilaient sur son bureau racontaient une toute autre histoire, des capacités américaines sous le feu. Le voyage vers Pittsburgh, ce matin glacial de février, représentait bien plus qu'une simple évaluation technique. Van Horten portait le poids de pertes croissantes et la conviction de plus en plus claire que les forces américaines combattaient avec des outils dépassés un ennemi qui, lui, comprenait la valeur tactique d'une optique supérieure. Le trajet en train à travers la campagne de Pennsylvanie lui offrit le temps de revoir encore une fois les spécifications techniques, bien qu'il les eût déjà mémorisées dans leurs moindres détails. La lunette Lyman 5A représentait l'état de l'optique militaire américaine en 1942. Une conception fiable et robuste, offrant des performances adéquates dans les conditions contrôlées pour lesquelles elle avait été conçue. Le grossissement 5 fois permettait une résolution suffisante des cibles jusqu'à 600 yards. L'objectif de 3/4 de pouce recueillait assez de lumière pour une visibilité claire en conditions optimales. Les mécanismes internes de réglage étaient simples et solides, faits pour supporter les manipulations rudes que subit inévitablement le matériel militaire. Mais cette performance adéquate en laboratoire se révélait insuffisante face à la réalité du théâtre pacifique, où les distances d'engagement dépassaient régulièrement 800 yards et où l'environnement mettait à l'épreuve
toutes les certitudes sur la fiabilité du matériel. Van Horton avait lu assez de rapports post-action pour savoir que l'entraînement des tireurs américains était excellent, mais que leur équipement les trahissait. La petite boutique d'optique de Liberty Avenue ne payait pas de mine vue de la rue, coincée entre une quincaillerie et une charcuterie dans un quartier où des artisans immigrés perfectionnaient leur métier depuis des générations. Pourtant, à l'intérieur, John Unertel père révolutionnait silencieusement l'optique de précision avec la même minutie qui avait fait de la fabrication allemande un synonyme de qualité. La lettre de rejet arriva un mardi matin, à la fin du printemps 1942, livrée par courrier au bureau de l'équipement du corps des Marines à Washington, avec l'efficacité bureaucratique propre aux correspondances de guerre. Le capitaine George O. Van Horton lut les 3 paragraphes 2 fois avant de poser le document, la mâchoire crispée devant chaque refus soigneusement formulé. La signature du colonel William Sterling apparaissait en bas, tracée d'une encre épaisse, suivie du sceau officiel qui transformait une recommandation en politique avec la finalité administrative propre à l'institution. Tout nouveau système de fusil de précision sera basé sur la plateforme éprouvée du ME-903 Springfield, déclarait la lettre avec une certitude bureaucratique. La proposition du Winchester Model 70 manque d'essais suffisants en conditions de combat pour justifier son adoption durant les opérations en cours. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Cette décision reflétait la pensée institutionnelle qui privilégiait les systèmes éprouvés aux solutions innovantes. Une approche conservatrice qui valorisait la fiabilité plus que l'amélioration des performances. Pourtant, à Caen-le-Jeune, en Caroline du Nord, le programme d'évaluation de 3 mois avait produit des données racontant une toute autre histoire. Les armuriers des Marines avaient mené des essais exhaustifs sur le Winchester Model 70 et sur le Springfield M1903 modifié, les 2 montés avec la lunette civile 8 fois de John Unertel. Les résultats étaient remarquables selon n'importe quel standard militaire. Des groupements constants de 3,5 pouces à 600 yards avec des munitions de match, une précision sub-minute d'angle dépassant largement les spécifications existantes. Le Master Surgeon Bill Harrison avait supervisé la plupart des essais avec l'œil sceptique d'un instructeur de tir ayant vu bien des matériels sophistiqués échouer sous la contrainte de l'usage réel. 20 ans de service lui avaient appris à se méfier des mécanismes complexes, surtout lorsqu'ils devaient être entretenus par des Marines de 19 ans dans des conditions où la survie immédiate primait sur les procédures de nettoyage. Les molettes externes de réglage et le système de montage coulissant de la lunette Unertel représentaient exactement le genre de complexité qui inquiétait les sous-officiers expérimentés. « Ce machin-là a plus de pièces mobiles qu'une montre de poche », marmonna Harrison en examinant les micromètres de réglage au cours d'une inspection matinale. Le marine à ses côtés, le caporal James Mitchell du Kentucky rural, acquiesça en silence tout en essuyant soigneusement l'objectif avec un chiffon doux. Son expérience de chasseur en faisait un candidat naturel pour la formation de tireur d'élite. Mais son habitude d'un matériel simple et robuste le rendait tout aussi méfiant face à l'aspect délicat de la lunette. Le temps, typique de la côte carolinienne, humide, imprévisible et éprouvant pour les instruments de précision, n'aidait guère. Quand la pluie se mit à tomber pendant un test crucial de précision, Harrison et Mitchell observèrent, nerveux, l'humidité se déposer sur les surfaces externes de la lunette. En quelques heures, les délicats mécanismes de réglage se bloquèrent, nécessitant un nettoyage minutieux et une lubrification avant de retrouver un fonctionnement normal. À Pittsburgh, John Unertel père reçut les rapports détaillant chaque défaillance avec l'attention méthodique d'un artisan convaincu que la perfection n'existe qu'en théorie, jamais dans les conditions de terrain où ses lunettes serviraient. Travaillant 16 heures par jour dans son petit atelier, il fabriquait à la main les modifications destinées à corriger chaque problème répertorié, polissant les lentilles à la main et usinant les composants à des tolérances de l'ordre du millième de pouce.
Emma Unertul lui apportait du café à minuit, le trouvant penché sur les tours de précision qui emplissaient l'atelier du bruit du métal coupé. Son fort accent allemand trahissait l'émotion autant que la détermination lorsqu'il expliquait ses dernières améliorations. They must work perfectly. Les jeunes hommes comme notre Hans comptent sur cet équipement. L'évocation de leur fils, désormais en formation avec les Marines quelque part dans le Pacifique, ajoutait une urgence poignante à un travail qui absorbait déjà toutes leurs heures. Le problème de fragilité demeurait pourtant l'obstacle majeur à l'adoption militaire. Au cours des essais prolongés, le système de montage de la lunette se révéla problématique sous les contraintes répétées du recul. Le long tube se déplaçait imperceptiblement à chaque tir, imposant des rezérotages constants qui annulaient l'avantage de précision initiale. L'humidité faisait gripper les molettes externes, transformant les micromètres si précis en mécanismes figés, récalcitrants à toute tentative d'ajustement sur le terrain. Les évaluateurs militaires consignèrent chaque défaillance avec la minutie qui caractérisait l'évaluation professionnelle du matériel. Un rapport particulièrement accablant déclara sans détour: trop fragile pour un usage prolongé au combat, exige un entretien excessif en conditions de terrain, non recommandé pour adoption. Ces mots portaient à la fois l'autorité de l'expérience du front et le poids de la responsabilité institutionnelle envers la vie des Marines. Malgré les preuves croissantes de problèmes de durabilité, les pertes des Marines dans le Pacifique ne cessaient d'augmenter à chaque assaut amphibie. Guadalcanal avait démontré que les forces japonaises étaient préparées pour des défenses prolongées, avec des positions soigneusement aménagées et des optiques supérieures leur permettant d'infliger un maximum de pertes aux forces américaines attaquantes. Tarawa s'avéra encore plus coûteuse, les Marines avançant à découvert sur des plages balayées par les tirs ennemis dissimulaient que l'équipement existant ne pouvait atteindre efficacement. Le caporal Mitchell reçut ses ordres pour le Pacifique à la fin de l'été, rejoignant la 4e division des Marines qui se préparait à des opérations destinées à éprouver la doctrine amphibie américaine face à des défenses ennemies de plus en plus sophistiquées. Sa dernière lettre à sa mère, au Kentucky, reflétait le mélange de confiance et d'anxiété typique des jeunes Marines partant au combat pour la première fois. « Maman, cette nouvelle lunette est incroyable. Je peux voir les feuilles individuelles sur les arbres à 600 yards. On dirait presque de la triche. » Les premiers modèles de production arrivèrent dans les unités de Marines à la fin de 1942. Chaque fusil était soigneusement emballé dans une caisse en bois, accompagné d'instructions détaillées d'entretien et d'un kit de nettoyage spécialisé. Les fusils MAZ 903A1 National Match, choisis pour le programme de tireurs d'élite, étaient des armes de précision initialement construites pour les compétitions de tir de Camp Perry. Leurs culasses polies étaient spécialement brunies afin d'éviter toute réflexion pouvant révéler la position du tireur à des observateurs ennemis. Les spécifications techniques traduisaient un compromis entre la précision civile et la robustesse militaire. Chaque lunette offrait un grossissement de 8 fois grâce à un objectif de 1,5 pouces, soit presque le double de la capacité de captation lumineuse des optiques militaires existantes. La portée efficace dépassait les 800 yards dans des conditions optimales, soit une amélioration de 60% par rapport aux capacités précédentes. Le système de montage fixait solidement la lunette sur les fusils M-Island 203A1 spécialement préparés, grâce à des blocs usinés assurant à la fois la stabilité et la possibilité de démontage rapide sur le terrain. Les premiers rapports de combat, vers la mi-1943, brossaient un tableau encourageant de l'efficacité du système sur le champ de bataille. Les tireurs d'élite des Marines opérant à Tarawa rapportèrent des tirs réussis à plus de 800 yards, des distances jusque-là considérées comme sûres pour les mouvements ennemis. Les forces japonaises, habituées à opérer hors de portée des armes légères américaines, se retrouvèrent soudain vulnérables à des distances qu'elles pensaient sécurisées.
Mais ces rapports positifs furent rapidement suivis d'évaluations dévastatrices en provenance d'unités opérant dans les jungles humides typiques du théâtre pacifique. Le rapport post-action de la première division des Marines à Cape Gloucester fut d'une franchise brutale. Impossible d'utiliser efficacement les fusils de précision MS 903 A11, un air-toile en raison du climat et des conditions de terrain. Des conclusions similaires arrivèrent d'autres unités opérant en zone à forte humidité, où les mécanismes de précision tombaient en panne avec une régularité alarmante. Ces rapports négatifs atterrirent sur les bureaux du quartier général des Marines comme des grenades, chacun sapant un peu plus la confiance dans un équipement qui avait pourtant montré tant de promesses lors des essais contrôlés. La voix du colonel Sterling résonna avec le ton de la vindication lorsqu'il examina ses évaluations. « Je vous l'avais dit, cette machinerie ne tiendrait jamais dans des conditions réelles de combat. La préférence institutionnelle pour les systèmes éprouvés plutôt que pour les solutions innovantes semblait désormais justifiée par l'expérience du terrain, que nul ne pouvait contester. La décision de poursuivre le programme ne résulta pas d'une confiance dans l'équipement, mais d'une désespérance née de pertes croissantes à travers le théâtre pacifique. À la fin de 1943, les commandants des Marines étaient confrontés à la dure arithmétique de la guerre amphibie. Chaque assaut majeur coûtait des milliers de vies américaines, souvent fauchées par des tireurs ennemis, opérant à des distances où l'équipement américain ne pouvait riposter efficacement. L'impératif stratégique de maintenir l'élan offensif contre les fortifications japonaises exigeait des solutions, même imparfaites, malgré les risques opérationnels évidents. Le capitaine Van Horton reçut finalement l'autorisation de procéder à une acquisition limitée, mais les conditions attachées à cette décision traduisaient clairement le scepticisme institutionnel quant à la viabilité du système UNRTL sur le champ de bataille. Chaque lunette serait livrée avec des protocoles d'entretien détaillés spécialement conçus pour les environnements à forte humidité. Des coffrets de transport spéciaux en matière résistante à l'humidité protégeraient les mécanismes délicats pendant le transit. Surtout, les lunettes seraient montées exclusivement sur des M1903A1 National Match Rifles, des armes de précision dont l'exactitude inhérente pouvait maximaliser les avantages offerts par le système optique civil. John Unertle, Senior, comprit que c'était sa dernière chance de prouver que l'ingénierie de précision civile pouvait répondre efficacement aux besoins militaires. Travaillant sans relâche dans son atelier de Pittsburgh, il mit en œuvre des modifications destinées à corriger chacune des défaillances documentées lors des essais sur le terrain. Les tubes de la lunette reçurent une étanchéité interne, renforcée pour prévenir l'infiltration d'humidité. Les mécanismes de réglage externe furent repensés avec des composants plus grands et plus robustes, capables de fonctionner même lorsqu'ils étaient décontaminés par du sable ou des embruns salés. Chaque lentille était testée individuellement sous conditions simulées de combat, comprenant des extrêmes de température et des niveaux d'humidité typiques des opérations dans le Pacifique. L'objectif de production, 2800 lunettes, représentait une entreprise colossale pour une petite société d'optique jusque-là spécialisée dans le tir sportif civil. Emma Unertle géra l'extension de l'activité avec une efficacité discrète, embauchant des artisans supplémentaires et organisant des plannings de production qui concilièrent les tendances perfectionnistes de son mari avec les exigences de livraison militaire. Chaque lunette nécessitait des dizaines de pièces usinées de précision et des heures d'assemblage manuel par des techniciens qualifiés conscients que leur travail serait finalement éprouvé dans des conditions où une défaillance pouvait coûter des vies américaines. Les fusils MS-1903A1, retenus pour le programme de tireurs d'élite, subirent d'importantes modifications pour garantir la compatibilité avec le système de montage inertal. Les armuriers des Marines au Philadelphia Navy Yard mirent au point des procédures spécialisées pour l'installation des blocs de fixation.
usinant chaque boîtier de culasse aux tolérances précises nécessaires pour maintenir le zéro malgré un usage répété. Les culasses polies caractéristiques des National Match furent soigneusement brunies pour éliminer toute surface réfléchissante susceptible de trahir la position d'un sniper aux yeux ennemis. Les mécanismes de détente furent ajustés pour offrir des départs nets et constants, en parfaite complémentarité avec la précision offerte par l'optique. Le caporal James Mitchell reçut son fusil attribué au début de 1944 pendant son entraînement avec la 4e division des Marines à Camp Pendleton, en Californie. Le numéro de série 1464 portait les marques du Springfield Armory et la finition soigneuse qui distinguait les armes National Match des fusils d'infanterie standard. La lunette inertale, montée au-dessus de l'action, représentait l'aboutissement de mois de développement. Son grossissement 8 fois et ses optiques d'une clarté cristalline offraient une résolution des cibles supérieure à tout ce que Mitchell avait connu jusqu'alors. Le programme d'entraînement conçu pour le système inertal mettait l'accent sur les procédures d'entretien autant que sur la technique de tir. Les Marines apprenaient à démonter et à nettoyer les mécanismes externes de la lunette à l'aide d'outils spécialisés conçus pour les conditions de terrain. La protection contre l'humidité devint une compétence critique, avec des instructions détaillées sur l'usage correct des housses protectrices et des dessicants destinés à prévenir les pannes liées à la corrosion et à la condensation observées lors des premiers essais. Chaque tireur d'élite devait démontrer sa maîtrise de l'entretien de la lunette avant d'être certifié apte aux opérations de combat. Les essais sur le terrain à Camp Pendleton confirmèrent le potentiel du système, tout en soulignant la courbe d'apprentissage nécessaire pour son emploi efficace. Sous le climat sec de la Californie, les lunettes modifiées fonctionnèrent parfaitement, délivrant une précision sub-minute d'angle, à des distances dépassant largement 800 yards. Des Marines qui, jusque-là, butaient sur les limites de leur équipement, se trouvèrent soudain capables d'effectuer des tirs précis à des portées qu'ils n'avaient jamais tentées. La maîtrise de Mitchell se développa rapidement. Son expérience de chasseur dans le Kentucky lui avait donné une compréhension intuitive du tir de précision transférable aisément aux applications militaires. Ses scores d'entraînement dépassèrent systématiquement les standards de qualification, avec des groupements à 600 yards inférieurs à 4 pouces, en utilisant des munitions standards M2 Ball. Plus important encore, sa confiance dans le matériel croissait à chaque séance, posant l'assise psychologique nécessaire pour une efficacité au combat. Le premier déploiement au combat du M1903A1, équipé du système UNRTL, eut lieu lors de l'assaut de la 4e division des Marines sur les îles Marshall au début de 1944. Kwajalein et Majuro offrirent des conditions idéales pour tester les lunettes de précision. Climat relativement sec, visibilité claire et position défensive favorisant les engagements à longue distance plutôt que les combats rapprochés dans la jungle qui avaient marqué les premières opérations dans le Pacifique. Les premiers rapports furent encourageants. Les tireurs d'élite des Marines obtenèrent des coups confirmés à plus de 900 yards. La première expérience de combat de Mitchell avec la lunette Unertel eut lieu lors de la réduction des positions japonaises sur les plages nord de Kwajalein. Depuis une position dissimulée derrière des formations de corail, il engagea des équipes de mitrailleuses ennemies qui tiraient sur l'infanterie marine en progression. Le grossissement 8 fois de la lunette permit une identification précise des cibles à des distances où les silhouettes ennemies apparaissaient non plus comme de simples formes anonymes, mais comme des individus distincts. Son premier tir confirmé fut enregistré à 820 yards, une distance qu'il aurait été impossible d'atteindre avec l'équipement standard de l'époque. L'impact psychologique de ces engagements à longue portée dépassa de loin les avantages tactiques immédiats. Les Marines, qui jusque-là s'étaient ressentis dominés par la portée supérieure des tireurs japonais, disposèrent soudain de la capacité de reprendre la suprématie dans la guerre de précision qui définissait une grande partie du théâtre du Pacifique. Les forces ennemies,
Habitués à manœuvrer à ce qu'elles considéraient comme des distances sûres, se découvrirent vulnérables au feu américain à des portées qu'elles n'avaient jamais jugées menacées. Mais les conditions relativement clémentes des îles Marshall ne constituaient qu'un test incomplet de la durabilité du système. Le prochain déploiement majeur aurait lieu à Saipan, où l'humidité tropicale et la poussière de corail propres à la guerre des grottes mettraient à l'épreuve toutes les certitudes sur la fiabilité du matériel. Mitchell et ses compagnons tireurs d'élite se préparèrent à des opérations qui testeraient non seulement leurs compétences de tir, mais aussi leur capacité à maintenir un équipement de précision dans des conditions ayant déjà détruit des générations d'instruments délicats. Les spécifications techniques qui régissèrent les performances du système UNRTL traduisaient des compromis entre la précision civile et la robustesse militaire. Compromis qui allaient déterminer le succès ou l'échec du programme. Le grossissement de 8 fois offrait un avantage majeur pour l'identification et l'engagement des cibles. Mais les longs tubes optiques nécessitaient des systèmes de montage plus solides, ajoutant poids et complexité. Les lentilles d'1,5 pouce captaient beaucoup plus de lumière que les optiques militaires existantes, permettant une utilisation efficace même dans des conditions de visibilité marginale. Mais cette taille accrue rendait les surfaces vitrées plus vulnérables à la contamination environnementale. Le contrôle de qualité devint de plus en plus critique à mesure que les délais de production s'accéléraient pour répondre aux exigences du combat. Chaque lunette subissait des tests individuels comprenant des vérifications de précision, de fonctionnement mécanique et des épreuves environnementales destinées à simuler les conditions du terrain. John Unertel, père, inspectait personnellement chaque 10e lunette, son œil d'artisan repérant les moindres défauts susceptibles d'échapper aux procédures de contrôle habituelles, mais pouvant s'avérer catastrophiques sous la contrainte du combat. Le coût humain des défaillances restait constamment présent dans l'esprit de tous ceux qui participaient à la conception et à la fabrication du programme. Chaque rapport négatif du front ne représentait pas seulement une faiblesse technique, mais des vies américaines perdues qu'un équipement plus fiable aurait pu sauver. La pression pour réussir pesait lourdement sur les entrepreneurs civils, comme sur le personnel militaire, créant un sentiment d'urgence qui dépassait les cycles normaux de développement en temps de paix et exigeait des solutions capables de sauver des vies immédiatement, et non plus à long terme. Les rapports post-opération de Saipan arrivèrent au quartier général du corps des Marines à Washington, comme une succession de coups de massue. Chacun sapait un peu plus la confiance dans un matériel qui avait pourtant montré un potentiel exceptionnel dans les essais contrôlés. L'évaluation de la première division des Marines fut particulièrement dévastatrice. Les fusils de précision MA7-103A1 UNRTL se sont révélés inefficaces en raison des conditions environnementales et des exigences d'entretien dépassant les capacités de terrain. Des rapports similaires affluèrent d'autres unités, dressant un tableau cohérent d'équipements de précision défaillant sous la réalité impitoyable des opérations tropicales. La voix du colonel William Sterling prit un air de vindication lorsqu'il passa en revue les preuves accumulées d'échecs système lors d'une âpre réunion de la commission d'équipement à la fin de l'été 1944. Messieurs, je vous avais mis en garde contre l'adoption de matériel civil pour un usage militaire. Ces paroles reflétaient une pensée institutionnelle qui privilégiait la simplicité éprouvée à la complexité innovante. Une philosophie conservatrice qui paraissait justifiée par l'expérience du champ de bataille et ne se prêtait plus à la discussion. Les défaillances techniques, consignées dans les rapports du front, suivaient des schémas prévisibles, validant chaque objection des évaluateurs militaires sceptiques. L'infiltration d'humidité provoquait la buée des éléments optiques, rendant les lunettes inutilisables pendant des engagements critiques. La poussière de corail, issue des combats en grotte, encrassait les mécanismes externes jusqu'à les bloquer complètement. Et plus dommageable encore, les systèmes de montage se desserraient sous le recul soutenu, imposant des rezérotages constants qui annulaient l'avantage de précision recherché.
L'expérience personnelle du caporal James Mitchell incarnait le coût humain de ses défaillances en conditions de combat. Pendant les combats acharnés pour les hauteurs du centre de Saipan, sa lunette Unertul céda au moment précis où la capacité de tir de précision était la plus nécessaire. Un sniper japonais posté dans un réseau de grottes avait systématiquement pris pour cible les chefs d'escouade des Marines, infligeant des pertes qui rompèrent la cohésion des unités et ralentissaient l'avance dans un terrain favorable aux défenseurs. Mitchell avait localisé la position ennemie par une observation patiente, notant les éclairs de bouche qui dévoilaient l'emplacement du tireur à environ 400 yards. À travers une vallée remplie de fumée et de poussière, due au bombardement d'artillerie en cours. La distance d'engagement relevait bien des capacités de son MCL 903A1 en utilisant la visée ouverte. Mais la nature dissimulée de la cible exigeait la lunette pour un placement de tir précis à travers la fente étroite qui constituait la seule vulnérabilité du sniper ennemi. Alors que Mitchell s'installait pour tirer, abrité derrière un bloc de roches volcaniques, l'objectif de la lunette se couvrit totalement de buée. L'air tropical humide condensait sur la surface vitrée plus vite qu'elle ne pouvait s'évaporer sous la chaleur oppressante. Les tentatives d'assainissement selon les procédures approuvées se révélèrent vaines, la condensation revenant malgré ses soins méticuleux. Les molettes de réglage externe, encrassées d'une fine poussière de corail qui avait infiltré chaque pièce d'équipement au terme de semaines de combats en grotte, refusèrent de tourner malgré l'application des lubrifiants prescrits dans les manuels techniques. Contraint d'engager la cible en visant à la hausse sans la lunette, à une distance où le placement exact était critique, Mitchell tira 3 coups soigneusement visés vers l'ouverture de la grotte, où les éclairs de bouche avaient indiqué la position ennemie. Le sniper japonais réagit immédiatement. Sa première balle frappa l'abri protecteur de Mitchell et le projeta sous une pluie d'éclats rocheux. Puis une seconde perfora la chair de son épaule gauche avec le claquement caractéristique d'un impact à haute vélocité. La transmission radio, amère, qu'il adressa à son chef de compagnie, exprima la frustration ressentie par tant de Marines dans le Pacifique qui s'étaient vu promettre du matériel révolutionnaire pour finalement recevoir des mécanismes délicats incapables de résister au stress du combat. C'est plus fragile que la porcelaine de ma grand-mère. Demande l'autorisation d'utiliser un fusil standard pour le reste de l'opération. Ces mots portaient à la fois déception personnelle et colère tactique, dépassant l'expérience individuelle pour représenter la désillusion collective de Marines, longuement entraînés sur un équipement qui s'avérait peu fiable quand leur vie en dépendait. À Pittsburgh, John Honortle Sr. reçut les rapports dévastateurs du front, avec l'attention méthodique d'un artisan convaincu que chaque défaillance documentée n'était pas seulement une insuffisance technique, mais des vies américaines qui auraient ne pu être épargnées par une conception plus robuste. Plutôt que d'accepter la défaite, il étudia chaque échec de façon systématique, traitant chaque rapport négatif comme des données susceptibles d'informer des solutions améliorées. Travaillant 18 heures par jour dans son atelier, il mit au point de nouvelles techniques d'étanchéification, destinées à prévenir l'infiltration d'humidité dans des conditions d'humidité extrêmes. Les défis environnementaux auxquels étaient confrontés les optiques de précision dans le théâtre du Pacifique dépassaient tout ce que l'on rencontrait dans la pratique du tir sportif civil. Les niveaux d'humidité dépassaient régulièrement, 90%, provoquant une corrosion rapide des surfaces métalliques et la formation de buées sur les éléments optiques malgré les traitements protecteurs. La poussière de corail avait des propriétés abrasives qui attaquaient les finitions et encrassaient les mécanismes lubrifiés plus vite que ne pouvait le réparer l'entretien de terrain. Les embruns salés des opérations amphibies ajoutaient des problèmes de corrosion supplémentaires, s'attaquant sans relâche aux composants en acier et en laiton. Les armuriers des Marines dans le Pacifique commencèrent à développer des modifications non autorisées fondées sur l'expérience du terrain, des adaptations que les manuels techniques n'avaient ni pas anticipées.
Au Philadelphia Navy Yard, des techniciens qualifiés travaillèrent avec des vétérans du combat pour identifier des solutions pratiques de protection environnementale dépassant les spécifications officielles. L'écart entre la conception du matériel et la réalité opérationnelle ouvrit des opportunités d'innovation que les circuits d'approvisionnement bureaucratiques ne pouvaient résoudre par les canaux habituels. La percée qui allait finalement valider le système UNRTL vint d'une source inattendue. Le sergent des Marines Robert Chen, opérant avec la 3e division des Marines à Okinawa, développa des techniques de terrain pour protéger sa lunette de précision durant le transport et le stockage, améliorant considérablement la fiabilité en conditions de combat. Utilisant de la soie japonaise récupérée et l'ingéniosité marine, il créa des housses anti-humidité, rapidement déployables et amovibles selon les nécessités tactiques. Le système de protection improvisé de Chen lui permit de maintenir sa lunette UNRTL en état de fonctionnement tout au long des combats acharnés pour les positions défensives du sud d'Okinawa. Son bilan de tir confirma le potentiel du système lorsqu'il était correctement entretenu. 23 victimes ennemies confirmées à des distances moyennes supérieures à 700 yards. Plus important encore, son succès démontra que l'équipement pouvait fonctionner de façon fiable lorsque les opérateurs comprenaient et s'adaptaient à ses limites environnementales, plutôt que d'attendre de lui qu'il se comporte comme des alternatives plus simples et plus robustes. Les avantages tactiques, procurés par des engagements longue portée réussis, devinrent évidents pour les commandants Marines qui observèrent l'efficacité du système dans des conditions optimales. Des équipes de mitrailleuses ennemies qui dominaient auparavant des positions défensives par leur champ de tir supérieur se retrouvèrent vulnérables à des tirs de précision à des distances qu'elles croyaient sûres. Des snipers japonais, qui jusqu'alors dépassaient la portée des forces américaines, virent leur position dissimulée, identifiable et neutralisable avec une précision dévastatrice quand les conditions atmosphériques favorisèrent les performances optiques. Mais ces succès isolés se produisaient sur fond d'échecs systémiques qui minaient la viabilité globale du programme. Pour chaque Chen obtenant des résultats remarquables grâce à une discipline d'entretien exceptionnelle, des dizaines d'autres Marines se retrouvèrent aux prises avec du matériel défaillant au moment critique. La réalité statistique des opérations exigeait des pourcentages de fiabilité que le système UNRTL, malgré ses avantages théoriques, n'arrivait pas à délivrer de manière constante en conditions de terrain. Des ordres commencèrent à circuler dans les unités marines du Pacifique, en vue d'une mise hors service progressive des fusils de précision M1903 A1 UNRTL au profit d'alternatives plus robustes. Cette décision reflétait des priorités institutionnelles, favorisant une médiocrité constante et prévisible plutôt qu'une performance exceptionnelle, assortie de risques de fiabilité inacceptables. Les Marines qui avaient investi des mois à apprendre les subtilités du système durent se reconvertir sur du matériel plus simple, offrant moins de capacité, mais davantage de durabilité en conditions adverses. Le coût humain de cette transition dépassait le seul cadre tactique pour englober l'impact psychologique sur des tireurs ayant goûté aux capacités du système dans des circonstances favorables. Mitchell, convalescent de sa blessure à l'épaule dans un hôpital de campagne à Saipan, exprima l'amertume ressentie par nombre de snipers conscients de ce qu'ils perdaient. « Donnez-moi de l'équipement qui marche 70% du temps plutôt que de l'équipement parfait 10% du temps. » Les Marines morts ne bénéficient pas d'avantages théoriques. La guerre oubliée commença avec un équipement oublié. Lorsque les forces nord-coréennes franchirent le 38e parallèle en juin 1950, le corps des Marines se retrouva cruellement dépourvu de capacités de tir de précision. Des années de coupes budgétaires d'après-guerre avaient réduit les programmes de tireurs d'élite à de simples cellules d'instruction squelettiques, reléguées dans des entrepôts à travers les États-Unis continentaux. Des centaines de fusils M1903A1 équipés de lunettes UNRTL reposaient dans des caisses couvertes de cosmoline.
leurs échecs de la Seconde Guerre mondiale semblant confirmer la sagesse institutionnelle, selon laquelle un matériel civil délicat était incompatible avec les exigences militaires. La résurrection de ce système discrédité ne résulta pas d'une décision politique réfléchie, mais d'une nécessité pratique, née de ressources limitées et de besoins opérationnels urgents. Les unités de Marines déployées en Corée manquaient cruellement de fusils de précision modernes pour répondre aux impératifs tactiques, forçant les intendants à distribuer tout matériel encore disponible dans les stocks. Les mêmes lunettes qui avaient échoué dans les jungles humides du Pacifique furent expédiées vers une péninsule où les conditions environnementales se révéleraient radicalement différentes. Le terrain sec et montagneux de la Corée créait des conditions d'emploi qui mettaient en valeur les forces du système UNRTL plutôt que ses faiblesses. L'atmosphère claire qui régnait sur une grande partie de la péninsule permettait une exploitation maximale du grossissement 8 fois et des remarquables capacités de captation lumineuse de la lunette. Les distances d'engagement dépassant régulièrement 800 yards favorisaient ces optiques de précision, plutôt que les systèmes plus simples et à courte portée qui avaient remplacé l'UNRTL à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le caporal Robert Williams, originaire du Kentucky, reçut son fusil M1903-1 UNRTL au périmètre de Bozen en août 1950. Il considéra l'équipement avec le scepticisme hérité des anciens Marines, qui avaient connu ses défaillances au combat. La lunette portait toujours les marques d'atelier de John Unertl à Pittsburgh. Les pièces en laiton affichaient une patine verdâtre, mais les éléments optiques demeuraient d'une clarté cristalline malgré les années de stockage. Son expérience de chasseur lui donnait une connaissance intuitive du tir de précision, mais le grossissement 8 fois dépassait tout ce qu'il avait utilisé auparavant. La période d'entraînement à Busan permit à Williams de découvrir les véritables capacités du système, jusque-là resté théorique durant le déploiement difficile du Pacifique. Dans les conditions sèches de la Corée, les mécanismes externes de réglage fonctionnaient avec une précision mécanique impeccable, permettant des ajustements reproductibles pour plusieurs distances de tir. Le système de montage conservait la stabilité du zéro à travers des centaines de tirs, éliminant les rezérotages constants qui avaient tourmenté les tireurs dans les environnements tropicaux. Plus important encore, la clarté optique demeurait constante pendant de longues séances de tir, sans les problèmes de buée qui avaient rendu les lunettes inutilisables lors d'engagements critiques dans le Pacifique. Le premier tir confirmé de Williams avec le système UNRTL eut lieu lors des opérations défensives autour du périmètre de Busan au début de septembre 1950. Un sniper nord-coréen, posté sur la colline 207, ciblait systématiquement les équipes de mitrailleuses des Marines, provoquant des pertes qui fragilisaient la défense du périmètre. La position ennemie, identifiée par observation patiente à une distance mesurée de 940 yards, nécessitait un tir d'une précision extrême à travers une ouverture étroite entre deux formations rocheuses, la seule vulnérabilité du tireur ennemi. Cet engagement illustra parfaitement les capacités du système dans des conditions optimales. L'estimation rigoureuse de la distance par Williams, combinée à des ajustements précis en dérive et en élévation grâce aux micromètres externes de la lunette, permit un coup au but dès le premier tir, à une distance qui aurait exigé plusieurs tirs d'ajustement avec des optiques plus simples. Le sniper nord-coréen, habitué à opérer au-delà de la portée des armes légères américaines, fut neutralisé par un feu de précision, venu d'une distance qu'il croyait tactiquement sûre. La nouvelle des tirs réussis à longue distance se répandit rapidement parmi les unités de Marines opérant le long du front coréen, ravivant l'intérêt pour un équipement que beaucoup avaient déjà relégué au rang de matériel inadapté au combat. Le palmarès de tirs confirmé de Robert Williams grimpa régulièrement durant les affrontements de l'automne, atteignant 12 ennemis neutralisés en novembre 1950, tous à des distances supérieures à 700 yards. Plus impressionnant encore, son taux de réussite
avoisinait les 90% de coups au but dès le premier tir, lorsque les conditions atmosphériques permettaient une performance optimale de la lunette. L'impact psychologique de cette redécouverte de la capacité de tir de précision longue portée dépassa largement les avantages tactiques immédiats pour influencer la doctrine stratégique des tireurs d'élite du corps des Marines. Les forces ennemies, auparavant confiantes à des distances qu'elles jugeaient sûres face au feu américain, se retrouvèrent exposées à des engagements précis, à des portées redéfinissant complètement le cadre tactique. L'entrée en guerre des forces chinoises révéla que leur supériorité numérique pouvait être sérieusement réduite par quelques tireurs américains équipés d'optiques supérieures. La validation technique des principes de conception du système UNRTL émergea grâce à une documentation systématique de ses performances dans les conditions coréennes. Les mêmes mécanismes de réglage externe qui avaient échoué sous l'humidité du Pacifique fonctionnaient ici parfaitement dans le climat sec de la Corée, offrant des réglages précis et reproductibles qui garantissaient une exactitude constante à longue distance. La clarté optique, auparavant compromise par la condensation tropicale, demeura impeccable à travers des écarts de température extrêmes, de la chaleur estivale aux froids hivernaux, proches de 30 degrés. La stabilité du système de montage sous les conditions coréennes valida des choix de conception jadis critiqués. Les blocs de fixation usinés avec précision, correctement installés et entretenus, maintenaient un ancrage solide et un zéro stable sur des milliers de tirs. Les longs tubes optiques, jugés encombrants dans la guerre de jungle, se révélèrent avantageux en terrain montagneux, où les distances d'observation favorisait l'usage d'optiques allongées. Le tir record de Williams à 1200 yards eut lieu lors des combats acharnés autour de Séoul, au début de 1951. Un tireur d'élite chinois, posté dans une usine en ruine, prenait pour cible les observateurs avancés des Marines, empêchant la coordination d'artillerie indispensable à la neutralisation des positions ennemies. La distance extrême exigeait un calcul minutieux de la chute de balles et de la dérive du vent, des facteurs que les micromètres de réglage de la lunette UNRTL pouvaient parfaitement compenser lorsque les conditions atmosphériques demeuraient instables. Depuis une position dissimulée parmi les décombres d'un quartier résidentiel, Williams délivra un tir unique qui toucha le sniper ennemi en plein torse, à une distance établissant de nouvelles normes pour la précision des tireurs de Marines. L'analyse post-combat confirma la portée par triangulation, fournissant une documentation qui influencerait la formation des snipers pendant des décennies. L'engagement démontra que, correctement entretenu, le système UNRTL pouvait délivrer un tir de précision aux limites théoriques de la balistique du calibre .30-06. Le sergent James Mitchell, désormais instructeur à la Marine Sniper School de Quantico, reçut les rapports de Corée avec des émotions partagées, reflet de sa relation complexe avec le système UNRTL. Son expérience de la Seconde Guerre mondiale lui avait appris la dure leçon de la défaillance du matériel au moment critique. Mais les résultats coréens montraient que les échecs du Pacifique provenaient davantage de facteurs environnementaux que de défauts de conception fondamentaux. Après la mort du père en 1951, John Unertl Jr. prit la direction de l'entreprise et visita plusieurs installations du corps des Marines afin de recueillir les témoignages des tireurs ayant utilisé le système en conditions de combat. Ces entretiens révélèrent des leçons essentielles sur la relation entre la conception du matériel et son environnement opérationnel, leçons qui guideraient les développements futurs. L'évaluation de Mitchell fut typiquement directe. La lunette de votre père m'a sauvé la vie plus souvent qu'elle ne m'a trahi. Nous avons juste dû apprendre à l'utiliser correctement. La guerre de Corée offrit ainsi le banc d'essai prolongé que la Seconde Guerre mondiale, avec son déploiement précipité, n'avait pas permis. Dans des conditions environnementales adéquates, avec un entretien rigoureux et une formation adaptée, le système UNRTL délivra une capacité de tir de précision dépassant de loin toutes les alternatives existantes.
La réhabilitation du système ne vint pas d'une décision bureaucratique, mais de preuves concrètes sur le champ de bataille qui établirent de nouveaux standards pour l'efficacité des tireurs d'élite américains. Les leçons apprises en Corée se révélèrent prophétiques pour la justification ultime du système au Vietnam, où des conditions environnementales semblables à celles du Pacifique allèrent de nouveau mettre à l'épreuve la fiabilité du matériel. Mais cette fois, l'équipement et les Marines qui l'utilisaient avaient évolué. Ils savaient désormais adapter leur usage à la nature du système, au lieu d'en attendre le comportement de matériel plus simple. L'idée impossible avait enfin trouvé la combinaison de conditions et de compréhension nécessaires pour que tout son potentiel soit pleinement réalisé.